Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous avec le sprint final, encore 3 matchs, 3 finales, 3 matchs pour conserver cette fameuse deuxième place si importante pour le club. Bonsoir Steph Martins. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars. On a vécu une très très belle soirée ce week-end au Vélodrome, par-delà la largesse du score, l'ambiance était encore une fois magnifique. Et le tifo en hommage au pape François était simplement extraordinaire. Ah oui, c'est tout simplement monumental ce qu'est capable de faire les groupes de supporters du Vélodrome. Et match après match, c'est de plus en plus beau. Ça a toujours des thèmes, ça a toujours une symbolique. Ça marque les esprits. Et que dire de l'ambiance, mais on aura tout le temps d'en parler pendant l'émission. Jaco, très sincèrement, nous on n'est pas objectifs, mais dans quel stade tu vois ce genre d'animation et cette qualité de tifo? Alors Marco, il faut appeler un chat. L'Olympique de Marseille et ses supporters sont au-dessus de tous les supporters. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais des insultes graves, de moqueries. Ce qui a été fait concernant le pape, je ne sais pas si on s'imagine ce que ça peut rassembler. Il y a plein de musulmans, les catholiques, les juifs, les bouddhistes, appelle tout ce que tu veux, toutes les religions sont mélangées, toutes les couleurs de peau sont mélangées, tout le monde fait la fête ensemble. Moi, régulièrement, je vais boire un coup et puis je vois Steph, ils sont sur les abords, mais il y a tout le monde qui est ensemble, il n'y a jamais d'histoire, parce que c'est le peuple marseillais, c'est l'Olympique de Marseille, ça. Et quand tu vois cet édifice, ce tifo qui sort comme ça, mais l'émotion qui te transporte, tu te dis, tous à l'unisson, tous ensemble, on peut réussir. Voilà, quand la phrase aussi, je suis pas venu en France, je suis venu à Marseille. Mais on le sait que tu es venu à Marseille. Et merci, mon frérot. Parce que le pape, là, en plus, ce tifo, il est exceptionnel. Une qualité, mais c'est incroyable. Moi, je suis très, très fier d'être Marseillais. Vous pourriez vous cacher, j'ai envoyé un message à Rachid pour lui dire que bravo, parce que ce qu'ils font, c'est magique. C'est des heures et des heures de travail. Ah mon Dieu, incroyable. C'est exceptionnel. Le match à présent, on ne s'est pas vu depuis la semaine dernière, Steph. Large score, 4-1. Par-delà cette largesse de score, on l'a dit, est-ce qu'elle t'a vraiment convaincu, toi, cette victoire? Ah oui, parce que tu as retrouvé une efficacité offensive. Défensivement, on a été un peu pris à défaut, mais j'ai été très agréablement surpris de retrouver cette défense à 4. Et on voit que quand tu as Enrique à gauche, Greenwood à droite et Gouiri devant, quand tu as des joueurs de ballon et des joueurs à leur place, ben, ça fait mouche. Mais quand tu avais le ballon, j'ai remarqué que tu étais à 4, et c'est surtout à la perte du ballon où tu repassais à 5 derrière. Donc ça prouve que De Zerbi aussi, voilà, c'est reconnaître ses erreurs. Là où je le rejoins pas, c'est quand il disait qu'il n'avait pas les joueurs pour jouer à 4. Les joueurs sont les mêmes, que Balerdi qui est arrivé, mais sinon les joueurs sont les mêmes. Et on voit que ce système-là qu'il avait commencé avec en début de saison, c'était celui qui était le plus adéquat. On en parlait déjà hier, le retour de Balerdi a ramené de la confiance dans cette défense centrale, a ramené de la vitesse aussi qui a manqué un petit peu. On est passé à une défense à 4, on est passé sur un 4-3-3. Est-ce que revenir à un 4-3-3, ça s'est fait facilement quand même au niveau des automatismes? Non, ça s'est pas fait facilement. Et ceux qui ont été le plus empruntés, c'est au milieu du terrain et c'est aussi après en défense, notamment sur le but que l'on prend avant le corner, on a été enfantin, on a fait des erreurs, des multitudes d'erreurs. Et ça, c'est un manque d'automatisme. Tout le monde se marche dessus. Je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre que dans le sprint final, Marco, il y a des ballons, jette-les en touche, jette-les à la mer. On s'en fout. Arrêtez d'essayer de sortir propre quand il y a trop de pression comme ça. Oui. Régulièrement, on voit les joueurs, ils ont peur de sortir le ballon. Mais dégage à touche, on s'en fout. Tu es en danger. Dans cette zone, on le dit, c'est la zone de sécurité. Il faut prendre aucun risque. Donc, s'il n'y a pas de possibilité de sortir propre, sors ça, là. Je m'en fous. Envoie derrière, envoie devant, envoie où tu veux, mais arrête de me faire des petites passes. On a vu à un moment donné, Rongier donner le ballon à un adversaire directement. Mais dans l'axe, parce que tu veux ressortir propre. Donc voilà, là, il faut progresser. C'est impératif. Et ensuite, le milieu de terrain, ils ont été tous les deux, avec bien Rongier, en grande difficulté. Comment tu peux faire pour manquer autant de passes dans un match? Même dans la récupération, Valentin Rongier, il est exceptionnel. Là, je l'ai vu emprunter. Mais par contre, quand on parle de défense à 4, ce qu'il faut comprendre, c'est que la défense à 4 te permet d'avoir le 3 de devant qui défend de moins. J'ai pas dit plus,
mais moins. Quand ils défendent moins, il y a plus d'efficacité, il y a plus de lucidité. On est tombé sur Greenwood, on est tombé sur Luis Enrique à plusieurs reprises. On est à Aguirre, mais on ne le voit pas, Aguirre. Mais voyez les gars, quand ils défendent de moins, peut-être qu'il a la lucidité pour s'envoyer le ballon un petit peu à l'air, de se faire cette reprise de volée en ciseaux, Luis Enrique qui te fait la passe au millimètre, Greenwood qui dribble, paf, et qui te fait cette justesse de passe, parce qu'on ne défend pas. Jaco qui nous dit que Iber et Valentin Rongier ont été un peu moins décisifs que par le passé depuis quelques semaines. Est-ce que tu es d'accord avec oui, on a sa façon de voir les choses? Après c'était un match assez bizarre parce qu'au début tu as le dessus, après il y a eu 10-15 minutes de flottement en première mi-temps et après tu repars de l'avant, donc ça a été une première mi-temps en dents de scie, je vais dire, et après en seconde mi-temps il fallait gérer et tu as su très bien le faire. Ça n'a pas été un très très grand match de l'Olympique de Marseille, mais tu as été meilleur, plus efficace que ton adversaire, tu as été plus dangereux que ton adversaire et tu étais supérieur. Pour moi, on était largement supérieur. Mais oui, on a eu des périodes de flottement et heureusement que tu as roulé, notamment sur la première action, sur ce face-à-face. On a heureusement aussi sur certaines sorties aériennes. Donc, parce que sur les coups de pied arrêtés, je trouve ça anormal que ce soit défensif ou offensif. On ne doit pas les travailler. C'est pas possible. À chaque fois que c'est contre nous, on est en danger. Et quand c'est pour nous, on n'arrive jamais à mettre le ballon dans la bonne zone. Et on marque très, très, très rarement et on est très, très, très rarement efficace dans ce secteur de jeu-là. Alors qu'on sait que dans des matchs serrés, par exemple, notamment dans le match de ce week-end, ça peut se débloquer sur des coups de pied arrêtés. Ouais, mais les coups de pied arrêtés, ils sont travaillés. Le responsable, je le vois, c'est Pancho Bordonado qui s'occupe de ça. Et je trouve qu'on est en délicatesse. On a pris des buts aussi sur des coups francs parce qu'on est mal positionné. On est mal positionné, on se fait bouger. Oui, régulièrement. Ah oui. Mais déjà, quand tu es en zone ou tu es en 1 contre 1, sauf que nous, quand il faut être en zone, on est en 1 contre 1, et quand il faut être en 1 contre 1, on est en zone. Donc, on est toujours à l'envers. On a vu des équipes nous pousser en étant plus nombreux que nous. Combien de fois, alors que tu gardes quelqu'un derrière, Marco, c'est tout à fait normal, quelqu'un de rapide, une contre-attaque, il faut que tu aies toujours quelqu'un derrière. Là, des fois, on est 4 derrière. Mais moi, je sais compter jusqu'à 11, je sais compter. Si tu en as 4 derrière, plus Roulis, ça fait déjà 5. Il reste plus que 6 joueurs. Il en met 2 devant la surface. Ça fait plus que 3 joueurs offensifs. Il faut que dans les 3 joueurs, ils soient capables de marquer. Les gars, c'est pas possible. Impossible. Il faut que le ballon, il tombe sur la tête. Non, il faut régler ça. Il faut qu'il y ait plus de monde dans la surface de réparation. C'est impératif. Ça fait 2 matchs que Ismaël Benasser rentre en cours de jeu. C'est une question que j'ai déjà posée à Jaco la semaine dernière. Est-ce que pour toi, sur le match face à Lille, il faut le faire démarrer la rencontre? Au vu de ces 2 dernières prestations, moi je dirais oui. Parce que pour moi, je l'ai trouvé encore très très bon face à Brest. Son entrée où il apporte énormément de rapidité, de vivacité au milieu. Il joue beaucoup vers l'avant, chose qu'il faisait beaucoup moins sur les matchs précédents. Donc oui, pour moi, il mérite d'intégrer le 11 ce week-end face à Lille, largement. On a vu une implication plus de certains joueurs comme Mason Greenwood, comme Luis Enrique. Est-ce que vous pariez tous les deux sur la même implication jusqu'à la fin de la saison? Marco, l'implication, elle est liée à ce que tu leur demandes. C'est-à-dire que ces joueurs-là, ils ont envie de briller, d'être offensifs. Donc, si tu leur dis on va faire un 4-3-3, eh bien, ils vont avoir plus envie de jouer, d'être plus impliqués parce qu'ils seront dans leur rôle, c'est-à-dire dans le haut de l'équipe, c'est-à-dire pour pouvoir marquer, pour pouvoir provoquer. C'est leur métier. Si tu leur dis, avant le match, on va faire encore le 3-5 du jeu, que vous fassiez les pistons, il faut revenir, il faut nous aider défensivement. Mais ils n'ont pas envie de ça. Et tu retrouves des boudeurs. Alors que si tu retrouves ce système-là, tu leur fais plaisir, alors ils vont travailler offensivement, ils vont aussi travailler défensivement. Est-ce que vous étiez d'accord avec les choix de De Zerbi de mettre un Ulysse Garcia au coup d'envoi plutôt qu'un Quentin Merlin? Oui, parce que pour moi, Garcia, sur ce qu'il a montré tout au long de la saison, est devenu supérieur à Quentin Merlin. Pourtant, j'adore Quentin Merlin. Pourtant, je pense que c'est un joueur qui a d'énormes qualités et qui a une marge de progression tout simplement énorme. Mais il faut qu'il arrive à trouver ce juste milieu entre le secteur offensif où il faut qu'il apporte beaucoup plus parce qu'il faisait certaines choses en début de saison. On voyait sur ce côté gauche où il y avait notamment Merlin et Enrique où cette doublette marchait à merveille. Et depuis sa blessure en équipe de France Espoir, il a eu énormément de mal à revenir. Et oui,
Garcia, c'est la sécurité sociale, voilà, tout simplement. Physiquement, c'est beaucoup plus costaud. Dans l'impact aussi, défensivement, c'est meilleur. Et maintenant, il se met à être efficace offensivement. Donc, très très belle pioche. Et Ulysse Garcia mérite sa place de titulaire devant Quentin Merlin. Attention, Marco, il y avait une possibilité supplémentaire, c'est-à-dire de mettre Ulysse Garcia à la place de Kondogbia et de mettre Quentin Merlin à la place d'Ulysse Garcia. Donc, il a fait un choix fort de Zerbi. Il a titularisé Geoffrey Kondogbia d'entrée, alors qu'il y avait une possibilité. Geoffrey Kondogbia, il a fait une première mi-temps très compliquée, très très compliquée. Il a fait une très belle deuxième mi-temps, ça a compensé. Mais ça lui donne aussi une solution supplémentaire au coach. Tu peux avoir, s'il veut faire sa fameuse défense à 3, un Murillo, un Balerdi, un Garcia. Non, mais justement, est-ce que c'est pas lié à ce changement de schéma de jeu? Tu disais que tu avais vu des difficultés pour réassimiler le 4-3-3 et notamment la défense à 4. Est-ce que justement la première mi-temps, c'est pas la période nécessaire pour Kondogbia de se retrouver des automatismes après, dans l'espace? Les automatismes, il faut du temps pour les avoir. Ils ont quand même le temps de travailler. Hein. Ils ont eu ce stage avec beaucoup de matchs, de positionnement, de vidéos. Donc il faut du temps, il faut des automatismes à créer, il faut du terrain, il faut des matchs. Et là, malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Mais ce qu'il faut avoir, c'est de la sécurité. Tu vois, par exemple, sur certains matchs, moi, là, Cornelius, j'aurais besoin de lui. Parce que le prochain match à Lille, un Cornelius, il me rentre dedans. Hein. Quand tu as Jonathan David, là, qui est costaud, tu me mets un Cornelius sur David, attention que ça bouge. Hein. Tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu parlais de Luis Enrique qui était repassé à gauche. Tu disais qu'effectivement, il y avait eu une belle séquence en début de saison où il y avait une belle complémentarité entre Luis Enrique et Quentin Merlin. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais envie plus de retrouver cette complémentarité ou est-ce que tu préfères quand même assurer les choses et conserver Ulysse Garcia sur le côté gauche? Au vu de la forme du moment, je conserve Ulysse Garcia. Après, Quentin Merlin, s'il retrouve son niveau, c'est un joueur qui peut t'apporter énormément offensivement parce que c'est un milieu de métier à la base, donc il a cette technique-là. On sait qu'en début de saison, je ne sais pas si vous vous rappelez, chaque fois qu'il prenait le couloir, il rentrait énormément dans l'axe pour amener cette supériorité numérique dans l'entrejeu. Et c'est clair qu'il ne l'a plus fait, ou ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu faire ce genre d'opération-là. Donc à lui de retrouver le niveau, il revient, hein, on voit qu'il est de mieux en mieux, mais c'est vrai que Ulysse Garcia, on n'a rien à lui reprocher. Et pour moi, ça serait complètement aberrant de le sortir de l'équipe. Mais après, il y a des joueurs qui débutent, on le dit régulièrement, Marco. Tu ne vas pas pouvoir faire les 3 matchs importants en pensant jouer avec les 11 mêmes joueurs. Tu vois, par exemple, un Jonathan Rowe, tu vas pouvoir le faire rentrer dans les 20 dernières minutes. Il peut te débloquer le compteur par sa rapidité, par sa vitesse. Si tu le fais rentrer en début de match, eh ben peut-être qu'il va être fatigué. Alors que dans les 20 dernières minutes, sa rapidité contre des défenseurs qui sont fatigués, ça peut changer le cours du match. Donc voilà, il y a aussi ça. Il faut leur expliquer aux joueurs. Quand t'es Merlin, on va pas te mettre derrière, te mettre dans les arbres. Tu restes avec nous, tranquille, tu vas me rentrer dans le match, et c'est toi qui vas me faire gagner le match parce que j'ai besoin de toi. Il faut leur expliquer. Aujourd'hui, il y a ceux qui démarrent et ceux qui vont rentrer pour nous changer le cours du match. L'avantage que nous avons depuis 2-3 matchs, c'est que les entrants, ils apportent quelque chose de supplémentaire, de différent. Et ça fait du bien. Quand tu es un entraîneur, que tu t'appelles Roberto Zerbi ou n'importe qui, et que tu as un banc qui est assez riche maintenant, quand tu fais rentrer les joueurs, tu penses qu'avec leur fraîcheur et leur qualité, ils vont t'apporter quelque chose de mieux que celui que tu as mis de faire sortir. Là, avant, ceux qui rentraient, ils étaient dans le même move que les autres. Alors que là, maintenant, il se passe des choses. Moi, j'ai bien aimé justement l'attitude de Roberto De Zerbi à la fin du match, qui vient discuter, qui vient en complicité avec Jonathan Rowe. On sortait d'un match où il y avait un Gouiri qui marchait sur l'eau avec un triplé, et lui, il a passé du temps avec Jonathan Rowe en train de plaisanter avec lui pour lui dire, entre guillemets, je compte sur toi, je suis content de partager cette fin de match avec toi. Ça revient sur ce que Jaco il explique, c'est que tu auras besoin de tout le monde. Donc tu peux pas juste féliciter et prendre du temps avec le 11 qui débute. Donc oui, tu as besoin de tout ton effectif, et chaque joueur est important. Parce que autant, ça va être un Jonathan Rowe qui va te
permettre d'aller en Ligue des Champions sur la dernière journée, ou un Quentin Merlin par un débordement et un centre. Donc tu ne sais pas. Donc un groupe, c'est un groupe de 15, 16, 17 joueurs, et tu as besoin de tout le monde. Certes, il y a des joueurs qui vont débuter, et je peux le comprendre en ayant joué au ballon, que quand tu joues pas, ben, ça te fout les boules, mais c'est le rôle d'un coach de savoir fédérer et d'avoir tout le monde avec lui et d'aller dans le même sens des objectifs, et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'il arrive à faire. Les 2 matchs à la maison se sont plutôt bien passés. C'est habituellement plutôt à la maison cette année, contrairement à d'autres saisons que tu es plutôt à l'aise. Là, ce sont 2 matchs à l'extérieur qui arrivent. Il faudra rester sur ces bonnes statistiques. Voilà, surtout alors il y a extérieur et il y a maison, et il faut aussi parler des adversaires. Le prochain match, évidemment, contre Lille, ça ne sera pas Montpellier, ni notre équipe que nous avons eue, c'est-à-dire Brest. Cette équipe brestoise, elle a des qualités, mais elle est loin d'avoir les qualités de Lille. Donc il y a aussi la fin de saison pour Lille qui risque d'être en Champions League. Donc le match, il est très 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 important. Donc tu auras forcément un état d'esprit différent et une façon d'aborder le match différente de ce que tu as eu là. Parce que là, il y avait une victoire obligatoire. Mais maintenant, les gars, si franchement, combien de gens signent pour un match nul? Moi, le premier. Un nul contre Lille à Lille, je le prends. Et après, tu fais le travail contre Le Havre et Rennes. Et attention. Est-ce que ça se prépare de la même manière, d'ailleurs les matchs à l'extérieur à un jeu et les matchs à domicile? Non, pas du tout. Pas du tout, ça se prépare pas pareil. D'abord, là, le coach, moi, j'aime pas cette expression de dire on faut prendre les matchs les uns après les autres, mais là, oui. Parce que les 3 matchs qui arrivent, ils sont totalement différents les uns des autres, parce que tu vas avoir des résultats des adversaires qui vont te repositionner ou pas. Donc voilà, là, il faut garder un état d'esprit, et on a vu De Zerbi à la conférence de presse après le match de Brest qui nous a dit maintenant, je suis focalisé sur Lille. Je parle pas du Havre ou de Rennes. Maintenant, c'est Lille. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que penser à ce match-là, parce que lui, il peut te changer le cours de la saison. L'OM s'est envolé pour Rome ce matin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu probablement une petite séquence d'entraînement. En règle générale, le mardi, dans ce cas de figure-là, c'est plus faire une petite revue d'effectifs sur l'état de fraîcheur des uns et des autres. Oui, je pense. Et à partir de demain, ils vont commencer réellement à se positionner sur l'aspect tactique et sur le match et les forces en présence de Lille. Voilà, mais je rejoins Jacques, il faut... dans les 5-6 derniers matchs, quand on en parlait déjà du sprint final, à partir de là, les 6 dernières journées, il faut prendre match après match. Tu as les cartes entre tes mains. Donc si toi tu fais le travail, tu as besoin de regarder des gains. Donc, si on garde cet état d'esprit, si on garde cette efficacité offensive, parce que c'est ça le plus important, et on a retrouvé un Roulis vraiment décisif, parce que sur les matchs d'avant, même s'il est pour rien un peu cher, mais on sait qu'avec cette défense à 3 dans la profondeur, on prend des vagues, et face à une équipe de Lille qui est très 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 bonne offensivement, et avec des joueurs qui vont très très vite, j'espère que De Zerbi va garder ce système de jeu-là, mais il y a moyen d'aller chercher quelque chose. À quoi ça ressemble les séances, justement, préparatoires à ce genre de match? C'est quoi les exercices habituels? Les exercices, ils sont souvent basés sur les faiblesses de l'adversaire. Quand tu as tes analystes vidéo qui ont travaillé, par exemple sur le coup de pied arrêté offensif ou défensif, sur leur faiblesse de défendre, sur la qualité du pressing que tu vas faire, comment tu vas l'organiser, parce qu'un pressing, on le rappelle, c'est jamais un mec qui fait un pressing, c'est tout le monde qui doit le faire à un certain moment, à un certain endroit. Tu vas le faire peut-être plutôt côté gauche, plutôt que côté droit, parce que tu as vu que lui, sur le côté gauche, il était capable d'avoir plus de faiblesse que le couloir droit, l'autre il dézone. Donc voilà, il y a une étude qui est faite auparavant de l'adversaire, et après tu prépares ton équipe en fonction de l'adversaire que tu vas avoir. Alors tu as tes automatismes, mais tu as aussi, il faut se baser sur la faiblesse des autres. Les blessures, les disponibilités, les suspensions, tout va compter jusqu'à la fin pour qu'on négocie au mieux ces fameux 3 matchs. Ah bah oui, mais de toute façon, 3 matchs, il faut, pour moi, c'est à minima 7 points. Voilà. Et si tu fais ça, tu es en Ligue des Champions. Donc, nul à Lille et victoire au Havre et non, mais tu veux que je dise quoi? 3 défaites? Non, tu es deuxième, tu vas jouer à Lille. À Lille, si tu fais un nul, franchement, c'est jouable. Je te dis bien, à minima, moi.
À minima, c'est nul à Lille, victoire face au Havre et victoire face à Rennes à domicile. Tu es la meilleure équipe en 2025 à domicile. Je vais te dire quoi? Que tu vas perdre face à Rennes, qu'il n'y a plus rien à jouer. Ouais. Au Havre, ils ont quelque chose à jouer. On sait que c'est toujours compliqué d'aller jouer des équipes qui jouent leur survie en Ligue 1 parce qu'ils vont tout donner. Ça, on l'a vu ce week-end face à Monaco, ils les ont accrochés. Donc ça ne va pas être facile. Mais tu as quand même l'effectif pour aller chercher à minima 7 points sur ces 3 matchs. Qu'on ne me dise pas le contraire. Brest, c'est pas Montpellier, tu le disais. Lille, c'est pas Brest. À quoi il faudra faire le plus attention finalement dimanche soir? Ouais, cette équipe, elle a quand même un très bon gardien. Elle a un attaquant puissant qui est capable de prendre la profondeur, tirer dans n'importe quelle position. Un Benjamin André toujours emmerdant au milieu, en train de récupérer, d'agacer, de tirer le maillot. Moi, je l'ai eu pendant longtemps à Rennes. Je sais de quoi il est capable. Benjamin André, il distribue de très très bons ballons. Donc voilà, je pense que si déjà tu arrives à museler ces deux-là, c'est-à-dire Jonathan David et Benjamin André, tu peux faire une grosse part du travail. Lille était venu faire match nul au Vélodrome. Est-ce que vous vous rappelez de ce match, de la tournure des événements? Ouais, c'était un match assez serré, mais c'est une équipe qui te ressemble. Moi, je trouve que c'est une équipe qui nous ressemble. Donc, Gouiri, David, franchement, de ce qu'on voit, ça se joue. Au milieu, tu as Rabiot, Benasser, Rongier et Heuberg. Donc, pour moi, tu es dans les 2-3 meilleurs milieux de Ligue 1. Et derrière, oui, on le sait très bien, ok, c'est notre point faible, mais je pense qu'avec ce système à 4, tu sécurises et tu renforces ton axe défensif. Donc, non, moi, sincèrement, je te dis pas que tu vas les manger, c'est pas ce que je te dis. Mais ça risque d'être un beau match de football à aller voir, parce que Lille, pour moi, je pense qu'ils vont jouer pour gagner le match, ils vont être obligés de se découvrir, et nous, on adore ça. Est-ce qu'il y a un risque de se voir trop beau face à Lille? On sort de 2 matchs où tu as marqué 9 buts face à Montpellier et face à Brest. Est-ce que il y a un risque d'arriver un peu comme des seigneurs au stade Pierre-Mauroy? Avec la gifle qu'on s'est pris là, tout le monde a encore mal à l'œil là. Ouais. Il s'est pris taquer dans la figure, personne ne va aller là-bas en se montrant. Non, pas du tout. Je pense que les Olympiens, surtout le coach, le sait. On ne se voit pas beau du tout. On sait que c'est un travail très très difficile. Si justement tu es parti là-bas, c'est pour pouvoir se concentrer et ne pas confondre les matchs qu'il y a eu auparavant, c'est-à-dire la facilité contre Montpellier qui était une équipe très faible, Brest qui est une équipe un peu moins difficile que Lille, mais c'était un match compliqué parce que ils sont emmerdants à jouer, ils sont rugueux, ils sont venus mettre des coups. Voilà, c'est un match différent, mais l'équipe de Lille a quand même un effectif différent. Allez, Lille-OM, c'est dimanche soir, 20h45. Ce sera à vivre en direct sur Maritima avec la Team OM Maritima au grand complet. Merci les frérots. Le replay vidéo du BDS, bien sûr, sur Maritima TV, maritima.fr et sur la chaîne YouTube Maritima Média. Merci mon Steph. Toujours un plaisir les amis. Merci mon Jaco. Merci les gars. À demain, 18h.